Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons corriger le brevet d'Amérique du Nord de la série générale de l'année 2022. Le sujet est disponible en version numérique dans le descriptif de la vidéo. Commençons par répondre à la question numéro 1, dans laquelle on nous demande d'indiquer si le mouvement de la sonde entre les points B et C est ralenti, accéléré ou uniforme, sans oublier de justifier la réponse. Lorsqu'on regarde le schéma qui est fourni, on se rend compte qu'au point B, la sonde a une vitesse qui est égale à 420 mètres par seconde, contre 89 mètres par seconde au point C. On déduit donc que la vitesse de la sonde diminue entre les points B et C et que son mouvement est donc ralenti. Passons maintenant aux questions 2, 3 et 4. À la question 2, on vous demande de choisir parmi les trois relations suivantes celle qui permet de calculer l'énergie cinétique de la sonde et de préciser ce que représentent petit m et petit v. À la question 3, sans faire de calcul, vous devez indiquer comment évolue l'énergie cinétique de la sonde du point B au point C en justifiant votre réponse. Et enfin, à la question 4, vous devez indiquer comment évolue l'énergie potentielle de la sonde du point A au point B en justifiant là encore votre réponse. Commençons par répondre à la question numéro 2. La formule mathématique ou la relation mathématique qui permet de calculer l'énergie cinétique de la sonde est la suivante. EC est égal à 1/2 fois petit m fois petit v au carré. Il s'agit donc de la première relation qui est proposée. Petit m représente la masse de la sonde, tandis que v représente la vitesse de cette dernière. Répondons maintenant à la question 3 et aidons-nous du schéma. Au point B, on l'a vu tout à l'heure, la vitesse de la sonde est égale à 420 mètres par seconde contre 89 mètres par seconde au point C. La vitesse de la sonde diminue donc du point B au point C. De manière générale, l'énergie cinétique d'un objet est d'autant plus élevée que sa vitesse est élevée. Du coup, du point B au point C, l'énergie cinétique de la sonde diminue puisque sa vitesse diminue. Passons maintenant à la question numéro 4. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut se rappeler que l'énergie potentielle d'un objet est d'autant plus importante que cet objet est éloigné du sol. Sur le schéma, on voit bien que la sonde perd de l'altitude lorsqu'elle passe du point A au point B. Son énergie potentielle diminue donc. Passons maintenant à la question numéro 5, dans laquelle on vous demande d'identifier les actions mécaniques qui s'exercent sur le rover immobile en négligeant l'action de l'atmosphère martienne. Pour répondre à cette question, il faut bien garder en tête que le rover est immobile plusieurs jours sur le sol martien. Ainsi, le sol martien agit sur le rover en l'empêchant de chuter, c'est une action de contact, mais le centre de Mars agit lui aussi sur le rover, puisque ce dernier est soumis à la gravité martienne, c'est une action à distance. Pour répondre à cette question, on peut également construire un diagramme objet-interaction, un DOI, au centre duquel il faut placer le système, c'est-à-dire l'objet que l'on étudie, ici le rover. Autour de ce dernier, on va placer tous les objets qui interagissent avec lui. On l'a vu précédemment, le centre de Mars, il s'agit d'une interaction à distance, d'où la double flèche en pointillé, mais aussi le sol martien, ici il s'agit d'une interaction de contact, on mettra donc une double flèche pleine. Passons maintenant à la question 6 dans laquelle on vous demande de schématiser le rover par un rectangle et de représenter au choix la force modélisant l'une des actions mécaniques par un segment fléché avec pour échelle 1 cm pour 1000 N. On doit justifier ici la longueur du segment fléché. Pour répondre à cette question, on dispose d'un certain nombre de données qui va nous être utile, on va le voir par la suite. Avant ça, il faut se rappeler que la force qui représente l'action mécanique du sol martien sur le rover est appelée réaction normale du sol martien, tandis que celle qui représente l'action mécanique du centre de Mars sur le rover est appelée poids du rover. Choisissons par exemple de représenter le poids du rover. Pour cela, il va falloir déterminer la valeur du poids du rover. On va donc introduire notre calcul par une phrase d'introduction. On cherche à calculer le poids du rover. Pour ce faire, on va utiliser la formule du cours, P est égal à M fois G. Ici, l'intensité de la pesanteur est notée G Mars, puisque le rover est placé sur le sol martien. Pour rappel, P est exprimé en newton, il s'agit du poids du rover, M est la masse de l'objet, ici le rover en kilogrammes, et donc G est exprimé en newton par kilogramme, il s'agit de l'intensité de la pesanteur, ici sur Mars. Précisons maintenant les données, la masse du rover est précisée, elle est égale à 1050 kg et l'intensité de la pesanteur sur Mars est égale à 3,72 N par kg. On peut donc effectuer notre application numérique étant donné que les unités sont correctes.
On en déduit donc que P est égal à 1050 fois 3,72, ce qui est égal à 3906 newtons. On en conclut que le poids du rover est égal à 3906 newtons. Connaissant la valeur du poids du rover, on peut maintenant représenter cette force par un segment fléché dont la longueur va devoir être déterminée en utilisant l'échelle qui est précisée dans l'énoncé de la question 6. En effet, on nous dit que 1 cm équivaut à 1000 newtons. On cherche à savoir à combien de centimètres sont équivalents 3906 newtons. En effectuant un simple produit en croix, on peut en déduire que la longueur du segment fléché est environ égale à 3,9 cm. On représente donc le rover par un rectangle, comme cela est dit dans la question 6, et le point d'application du poids du rover sera donc le point A, placé au centre du rectangle, et la force sera orientée vers le bas, vers le centre de Mars. Notre segment fléché doit donc avoir une longueur de 3,9 cm. On aurait pu également représenter la deuxième force qui s'applique sur le rover, ici la réaction normale du sol martien représentée en rouge. Son point d'application est le point B et cette force est orientée vers le haut. Le segment fléché qui représente la réaction normale du sol martien a la même longueur que celle du poids. En effet, ces deux forces se compensent, c'est-à-dire s'annulent, de telle sorte à ce que le rover reste parfaitement immobile. Passons maintenant à la question 7 dans laquelle on vous demande de donner le nom des atomes présents dans les molécules de dioxyde de carbone et de dioxygène et de préciser leur nombre. Pour répondre à cette question, il faut utiliser les formules chimiques des deux molécules précisées dans l'énoncé. La molécule de dioxyde de carbone a pour formule chimique CO2. Elle est donc composée d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène. La molécule de dioxygène, quant à elle, a pour formule chimique O2. Elle est donc simplement composée de deux atomes d'oxygène. Répondons maintenant à la 8e et dernière question de ce sujet. Vous devez, en construisant un raisonnement qui prend appui sur des calculs, expliquer pourquoi, si un événement inattendu se produit au cours de la phase d'atterrissage, la Terre n'en sera pas informée à temps. Pour répondre à cette question, il faut là encore s'appuyer sur l'énoncé dans lequel il est indiqué que la sonde et le rover peuvent communiquer avec la Terre à l'aide de signaux radio qui se propagent à la vitesse de la lumière dans le vide. On va donc ici chercher le temps que mettent les signaux radio envoyés par la sonde et le rover pour parvenir sur la Terre. On va donc utiliser la formule bien connue D égale V fois T. D est la distance parcourue, V la vitesse et T le temps de parcours. Seulement voilà, on cherche le temps. Il va donc falloir modifier notre formule et exprimer T en fonction des deux autres grandeurs que sont la distance et la vitesse. On en déduit que T est égal à D divisé par V. La distance parcourue par les signaux radio est en fait égale à la distance Terre-Mars qui est indiquée dans les données. Elle est égale à 2,10 fois 10 puissance 8 km. Les signaux radio se propageant à la vitesse de la lumière dans le vide, on en déduit que V est égal à 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Cette valeur est également précisée dans les données. Seulement voilà, il y a ici un problème d'unité. La distance est exprimée en kilomètres et la vitesse en mètres par seconde. On va par exemple choisir de laisser la vitesse en mètres par seconde. La distance sera donc nécessairement exprimée en mètres et le temps en secondes. On va donc devoir convertir la distance en mètres. Pour cela, il suffit de multiplier sa valeur par 1000 pour faire une conversion de kilomètres en mètres, ce qui revient à multiplier la valeur par 10 puissance 3. On peut maintenant additionner les deux exposants des 2 puissance de 10. On obtient donc 2,10 fois 10 puissance 11 mètres. Les unités étant correctes, on peut donc passer à l'application numérique. On en déduit que T est égal à 2,10 fois 10 puissance 11 divisé par 3,0 fois 10 puissance 8. À la calculatrice, on trouve 700 secondes. On en déduit donc que les signaux radio émis par la sonde et le rover vont mettre 700 secondes, c'est-à-dire environ 12 minutes, pour arriver sur Terre. Ainsi, si un événement inattendu se produit au cours de la phase d'atterrissage, la Terre n'en sera informée que 700 secondes plus tard, soit 12 minutes. Cette correction touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.